Salut, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être tellement à bout, au pied du mur, au point de commencer à envisager de refaire totalement votre vie? Incroyable. De disparaître, sans prévenir personne, pas juste une fugue, mais bien de vous volatiliser pour de bon pour tout recommencer ailleurs. Alors, c'était assez flippant parce que je me rappelle avoir passé un dîner de famille avec eux et j'avais un tel masque en société de celui qui va bien que c'était une soirée tout à fait normale pour eux. Moi, intérieurement, je savais que dans quelques heures, parce que j'avais tout minuté, je savais que j'allais partir et peut-être ne jamais revenir. Mais Oui, j'arrivais à oui. manger de manière tout à fait décontractée. Les gars, vous, vraiment, je commence là beaucoup, hein. Vous savez, vous connaissez votre Big Soso maintenant. Est-ce que vous avez déjà pensé à vous tailler? Est-ce que si vous avez eu l'opportunité de tout changer, de tout rechanger, est-ce que vous le feriez, les gars? Ouais. Franchement, à certains moments, oui, c'est fou, hein, quand même, cette volonté que... Mais est-ce que vous serez capable de tout laisser derrière vous? Ça veut dire que frère, sœur, maman, papa, amis ou conjoint, femme... Tout était prêt, mon matériel était dans la voiture, le vélo, je l'avais caché dans une forêt un peu plus loin, j'avais mon sac et tout, et je savais précisément ce que j'allais faire. L'autre jour, en fait, en regardant Squid Wesh. Game, je me suis posé une question. Comment, dans la série, plus de 400 personnes peuvent disparaître comme ça d'un coup, sans que les autorités ne s'inquiètent outre mesure? Et de là, je me suis rappelé de ces affichettes chez nous en France remplies de portraits de personnes C'est une dinguerie quand même, les gars. Y a tout ça qui a disparu là. C'est fou. volatilisées que l'on a tous déjà vues, c'est disparu, éternels locataires des accueils de commissariat. Combien sont-ils au total encore perdus? Et puis, j'en ai trouvé un. Lui s'appelle Ralph Bouffiou. Il est belge et a 36 ans aujourd'hui. Et ceux dont il parle, ce sont ses parents. Le dernier repas qu'il partagea avec eux, ce soir du 14 février 2014, C'est la Valentin. veille de sa propre disparition. Oh, l'idée de la disparition arrive très tôt, hein. Il faut savoir que j'étais en crise personnelle, dépression, etc. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas bien dans ma vie. Bon, je sortais des études, j'ai eu du mal à finir mes études. C'était un cocktail un peu de plusieurs malaises. À la fois, il y avait le sentimental, le professionnel et puis aussi social, puisque je m'étais renfermé sur moi-même. J'étais vraiment plus bas. J'avais un plan de prévu qui consistait à faire croire que je passais la frontière avec le Luxembourg, rentrer dans une forêt que j'avais déjà repérée via Internet et là brûler ma voiture. Et puis prendre la direction à vélo de l'Allemagne. Et c'est ce qui s'est concrétisé. Bref, Ralph passera alors ce dernier repas avec ses parents et attendra que l'horloge affiche 4h du matin. J'ai cassé mon ordinateur et je suis descendu en pyjama sur la pointe des pieds. J'ai fermé la porte derrière moi. Et puis je suis monté dans ma voiture. Frère, tu as fait tout ça pour partir en Allemagne. Ça veut dire déjà que tu te sens pas bien, tu vas aller dans un pays où tu vas te sentir encore moins bien, frère. Taille-toi à Ibiza, taille-toi en Grèce. Je sais pas, va à Marseille, au Prado, Calais. Il y a la douche, à la plage. Je me rappelle être en panique parce que j'ai dû aller récupérer un vélo dans cette forêt, comme j'ai dit, que j'avais caché. J'étais dans ma voiture. Je sais bien qu'au moment de redémarrer, c'était dans un chemin de terre, hein, donc pas loin de chez moi. J'avais oublié d'enlever le frein à main, donc là, la voiture a commencé à crier. J'étais vraiment en panique. Et il a fallu vraiment que je sois sur la route, que Démarrage en côte. j'ai éliminé en chemin les dernières traces de mes achats de freins, tout ça un peu partout dans des poubelles que je trouvais. Et là, je me sentais déjà un peu mieux parce que voilà, j'avais passé à l'acte. J'étais passé à l'acte. Ralph va ensuite retrouver un vélo qu'il avait caché quelques jours auparavant dans une forêt. De là, incendier sa voiture et partir. Quelle est la volonté psychologique de vouloir faire subir ça à ses parents? Parce que sur la même chose, tu peux dire, je m'en vais, je me taille, j'ai besoin de respirer. Alors quelle est la volonté, si ce n'est de faire souffrir ses proches, ou peut-être c'est des gens qui ont besoin d'amour, ils se disent qu'ils veulent voir ce que ça fait si demain j'étais mort, quoi. Entre guillemets. C'est de la manipulation. Pour moi, c'est de la manipulation envers les gens que t'aimes, hein. Après, on va savoir, mais pour moi, c'est de la manipulation envers les gens que t'aimes. Tu veux les faire souffrir à eux parce que tu peux te tailler. Tu peux te lever le matin, tu remontes pour un sport, je te dis, je me casse. Vous allez plus jamais me revoir. Fin. Moi, je pense que c'est de la manipulation et faire croire que tu es mort pour faire souffrir les gens que t'aimes. De toute façon, pour se tailler, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu as une balance, soit tu as mis une dorba à quelqu'un, tu as mis une frappe à quelqu'un. Généralement, c'est ça. Dès que tu vois un jobber d'ailleurs venir, tu sais qu'il a balancé son secteur, hein. Pourquoi tu es parti? Non, mais ouais, arrête garoffer. En 2 roues direction l'Allemagne. Ah, je préparais mes proches au pire. Moi, je savais pas du tout ce qui allait m'arriver. Je sais que je partais
dans les bois au mois de février et tout était possible. Certains parents ne méritent pas l'amour de leur enfant. C'est tellement vrai, bro. Enfin, on découvert mon absence 2 jours après. Je sais bien que j'avais un blog avec beaucoup de photos où j'avais notamment mis le pardon sur le mur de ma chambre. Il y avait aussi une photo de moi où j'avais mis un peu si j'étais mort. Voilà. Docteur Manès, vraiment, on a tapé dans le mille. C'était cette volonté de vouloir faire ressentir à ses parents qu'il était mort pour ensuite mieux les manipuler émotionnellement, qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils avaient d'avoir un être aussi cher. C'est juste de la manipulation. Les gars, je me suis pas trompé. Incroyable. La date de ma date de naissance et de ma date de disparition, pour moi, c'était la personne que j'étais, en tout cas, n'existait plus. Et je préparais mes proches au fait que peut-être que je reviendrai jamais. 2 jours après avoir disparu, Ralph brûle aussi ses papiers d'identité. Si vous le croisiez... C'est encore plus chaud que le deuil, parce que les parents, ils sont dans un mood où ils ne peuvent pas faire le deuil. Ils ont espoir que le petit revienne, et même s'ils se disent, on le connaît, il a fugué, mais dans la fugue, il y a quand même une certaine dangerosité. Et alors lui qui, jusqu'ici, était tellement au fond du trou au point d'en arriver là, sans même savoir s'il referait surface un jour, commence à se sentir mieux, ne serait-ce que d'avoir mené son propre plan à exécution. Paradoxalement, tout ça lui fait reprendre confiance en lui, alors qu'à son domicile, la panique commence à envahir tout le monde. Il y a eu une grosse enquête qui a été lancée dans la semaine qui a suivi. Il paraît même qu'il y a eu un hélicoptère qui a survolé la forêt. Vous avez vu les gars, cette envie de vouloir faire parler de soi à tout prix. Un hélicoptère, il dit ça comme s'il avait fait le vélodrome. Ils ont vraiment sorti les gros moyens, mais ils étaient restés sur la Belgique. Ils ont retrouvé ma voiture calcinée, bien sûr. Moi, j'étais déjà en Allemagne, donc j'étais déjà un peu loin de tout ça. Ce n'est que, je crois que c'était une semaine plus tard, où je vais dans cette bibliothèque, dans une ville en Allemagne, et là, je me connecte à Internet. Ma mère, j'allais lui dire. Là, par curiosité, il va aller voir. Je tape mon nom dans un moteur de recherche, et je tombe sur tous les articles liés à ma disparition, plus l'avis de recherche, plus les reportages télé. Je m'y attendais en quelque part. Je m'y attendais un peu. Je m'attendais à ça. Mais là, je vois que ça a pris de l'ampleur et c'est le fait de voir mon nom partout en grand dans les articles et puis surtout les reportages télé que waouh, je suis un peu impressionné. Ça fait un choc. Mais pour moi, il était hors de question de faire marche arrière. Pourquoi ? Parce que j'étais pas prêt. Je sais que ça serait, très vite, ce serait considéré comme une simple fugue et j'allais retomber dans le même environnement toxique dans lequel je dépérissais. Et rapidement, la police va même arrêter les recherches. Égoïste plus narcissique. Ralph ne s'étant pas de suite séparé de son téléphone et l'ayant même rallumé de temps en temps, les forces de l'ordre en ont conclu à le voir borné à l'étranger, qu'il était en vie. Or, Ralph étant majeur, il était dans son droit de légalement tout laisser derrière lui sans prévenir personne. Non, et puis même, dans tous les cas, c'était pas une potentielle traque qui aurait fait douter Ralph, mais autre chose. 6 mois après être parti. Et là, à nouveau, la curiosité et les remords m'ont fait ouvrir ma boîte mail et là, je suis tombé sur tous les messages de ma mère. Il faut s'imaginer une mère qui a... C'est ça qu'il voulait. C'est comme un pervers narcissique qui quitte sa meuf et qui veut voir sa femme, son ex-copine, ramper, souffrir pour qu'il revienne dans ses bras. C'est exactement ça. Il voulait voir ça. Attends son fils depuis plus de 6 mois, des mails tous plus dramatiques les uns que les autres, ma famille, etc., qui continuaient à me contacter. Il devait jubiler de ça. Les recherches s'étaient arrêtées, c'était un peu un soulagement et eux-mêmes avaient arrêté de chercher aussi de leur côté, mais bon, il n'y avait plus... Sachez qu'il y a des gens qui se nourrissent du malheur des autres. Hein. Ils aiment faire souffrir les gens. Et encore plus les gens qui les aiment, quoi. C'est fou. Ils sont heureux de ça. De la regarde, la tristesse. Daron. Et je savais que je n'allais pas pouvoir... maintenir le silence très longtemps. Donc je savais qu'il allait falloir que je mette un terme à tout ça un jour. Mais pour finir de reprendre confiance en lui, Ralph, après avoir erré en Allemagne et achevé de dépenser les quelques... Il y a des gens qui fake des maladies graves de fou. Il y a des gens qui fake des maladies, ça s'appelle le syndrome de Munchausen, les gars. Simuler des maladies pour avoir l'attention des gens qui nous sont proches. Va se fixer un objectif. Faire le tour de l'Europe à vélo, descendre en Italie, passer par l'Espagne et remonter par la France pour rentrer en Belgique. Et c'est ça sur la coup de tête, je me suis lancé là-dedans. Je dis que j'avais besoin d'un projet d'envergure qui allait me permettre de
de me tester, de me prouver que j'étais capable de réaliser quelque chose et puis voilà, de trouver confiance en moi. Tu aurais dû faire Pékin Express avec ta daronne. Fallait envoyer un message à M6 et tu aurais fait Pékin Express avec ta mère. Tu serais allé en Inde. Je me suis lancé là-dedans un peu tête baissée. Je le rappelle, durant tout ce trajet, ses parents n'auront aucune nouvelle de lui, ne sachant même pas ce qu'il était devenu, hormis que son téléphone avait borné quelques fois outre-Rhin des mois plus tôt. Enfin ça, c'était jusqu'à ce que Ralph n'envoie le seul signe de vie de toute cette disparition. Il n'est pas enterré, il n'est pas au cimetière. Je dois garder espoir, il n'y a pas d'avance. Alors le signe de vie, je l'ai envoyé 1 an, jour pour jour après ma Tu disparition. trompes, Soso? Ah C'était le 16 février. J'ai grave envie de voir le dénouement. Et j'étais là à Saint-Sébastien. Bon, j'avais fait déjà presque tout le tour de l'Europe. Et j'envoie ce fameux signe de vie dans un cybercafé à Saint-Sébastien. Un message très court, j'envoie courage avec un smiley, juste pour... Oh ouais, la manipulation. Ça, c'est vraiment le message où tu veux faire gamberger une meuf, tu l'envoies un smiley. Tu as vu comme ça, là? Tu es où, machin, nanani, nanana? Tu nous manques, tu es où, tout ça, nanani? Tu as vu, tu envoies ça? Ça veut dire que c'est un message d'incompréhension. Tu peux pas répondre à ça. Pour dire, voilà, je suis vivant. Et surtout ne pas entrer dans les détails. J'ai appris par la suite, donc, quand ma mère l'a ouvert, donc ça a été le message d'un revenant, voilà, qu'il faut s'imaginer. Bon, c'était rassurant pour eux. Parce que, bon, voilà, il y avait suffisamment d'éléments qui leur permettaient de savoir que j'étais toujours actif et quelque part. Mais bon, ils n'avaient pas de certitude. Hein. Et puis enfin, 15 mois après s'être volatilisé du jour au lendemain, brûlant sa voiture et ses papiers d'identité, Ralph refait surface. Je suis arrivé dans la nuit du 10 mai. Et alors j'ai passé cette fameuse nuit, enfin, le reste de la nuit dans une cabane au milieu des bois. Et j'ai attendu 5 h de l'après-midi pour apparaître au bout du jardin comme j'avais prévu. J'avais choisi la fête des mères parce que bon... Oh là là, il a tout scénarisé, son retour. Voilà, Steven Spielberg. De la surprise que ça ferait à ma mère, c'était aussi une fête de famille, donc je savais que tout le monde serait à la maison. Je suis apparu dans le fond du jardin. Puis là, mon père m'a vu au loin, il m'a pas reconnu, il pensait que j'étais le fermier à qui appartenait la prairie. Bon, c'est un grand jardin. Son moment de gloire. Il s'est avancé dans ma direction. Il a fait signe, j'ai fait signe, mais il m'a toujours pas reconnu. Il a vraiment fallu attendre les 20 derniers mètres pour qu'il me reconnaisse. Et puis que là, bah voilà. Tu es fou, mon daron, il aurait fait ça. Coucou, ça va? Je me suis rapproché. J'étais où? Cache une grosse claque dans la bouche. Il saute dans mes bras, moi aussi. Et puis voilà, c'est des retrouvailles. Et puis tout le monde, je fonds en larmes, ils font en larmes, etc. Donc c'est vraiment... voilà, le grand moment, ouais, ça faisait vraiment un peu Hollywood. Si je voulais que vous entendiez... Tu as vu, ça faisait vraiment Hollywood, c'est ce qu'il voulait, les gars. C'était son moment de L'histoire gloire. de Ralph, c'est parce que sa disparition volontaire, aussi longue, 15 mois, qui se termine bien, est statistiquement rarissime. Vous êtes-vous déjà demandé combien de personnes disparaissent chaque année en France? Et parmi ce nombre, combien sont retrouvées en vie? Et en fait, combien sont retrouvées tout court? Je le considère comme une erreur de jeunesse, une erreur qui m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Mais ça reste une erreur de jeunesse que je ne recommanderai jamais à personne. Moi, j'ai eu énormément de chance parce que combien de jeunes disparaissent, de gens, pas spécialement de jeunes, mais de gens en général disparaissent volontairement dans l'espoir que ça aille mieux et ne reviennent jamais parce que voilà, il leur arrive un truc, il leur arrive un pépin, des mauvaises rencontres. Mauvaise fréquentation, c'est pas garanti qu'on la va drogue. revenir mieux. Beaucoup de gens se retrouvent piégés dans leur disparition. Je suis Thierry Verriotte et je suis là pour évoquer la disparition de mon beau-fils, Mathieu Broutin, qui a disparu le 31 mars 2004 à Embrun, dans les Hautes-Alpes. T'es à Embrun? J'ai passé toutes mes étés à Embrun, moi, les gars. À côté du lac de Serponçon, plus grand lac artificiel d'Europe. Embrun, c'est juste après Savines-les-Lacs. D'ailleurs, il y a des épreuves du Tour de France là-bas. J'avais pas tabassé un mec à Embrun, nous. Après, on l'avait jeté dans le lac de Serponçon. En 2004, je rigole. J'ai un gitarre même fou. Je suis là aujourd'hui pour parler de mon fils qui a disparu il y a 27 ans. Oh là là. Et que je n'ai jamais retrouvé. Incroyable. Comme cette vidéo fera sans doute des centaines de milliers de vues, avec mon partenaire Odoo, nous avons créé un site internet disponible en description via leur app dédiée où vous pourrez facilement renseigner anonymement des informations sur ces affaires si vous en avez. Bon, je vais pas faire durer le suspense ad vitam aeternam. 70 000. Voilà une semaine que sa Quoi? Donc voilà, je vais serrer, les gars. Attends, 70 000 personnes chacun? Chaque année? famille n'a plus aucune nouvelle de lui. Environ 70 000 personnes sont portées disparues à un moment donné en France chaque année.
Oh là, je vais serrer 70 000 personnes. Chaque année, en 10 ans, ça fait 700 000 personnes. Ça fait 200 personnes. Parmi lesquels aux alentours de 50 000 mineurs. Une 50 battue 000 a été mineurs. organisée ce matin. Ils pour reviennent, tenter non de retrouver la jeune Morgane. Alors, une grosse partie de ce nombre ne sont que de simples fugues qui seront rapidement résolues. Quelques milliers d'autres, des personnes souffrant de troubles psychiatriques qui se perdent quelques heures ou quelques jours. Et puis, malheureusement... Il y a des morts, hein. La majorité, c'est des gens qu'on retrouve morts. Oui, oui, bien, et rapidement, hein, parce que sur ce que j'ai fait là cette semaine, il y en a peut-être sur 10, il y en a au moins 6 qu'on a retrouvés morts. Je m'appelle Dominique Lavorel, j'habite à Bordeaux, et je suis donc la vice-présidente de Manu Association. Moi, je pensais qu'il y avait un bail avec les ovnis ou quoi. 70 000. Je dis, ils viennent repeupler une planète, c'est pas possible. Les meurtres, les accidents, les suicides. Mais au final, qu'ils soient en vie ou non, plus de 95% de ces 70 000 disparus referont surface d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard. Il reste 5% ou on sait pas? Morgane, 13 ans, disparue dans les Côtes d'Armor depuis 2 semaines, a été retrouvée vivante. Et puis, il y a les autres. Et ce sont ceux qui nous intéressent aujourd'hui. Ceux dont plus personne n'aura jamais aucune nouvelle, bonne ou mauvaise. Aujourd'hui, il serait environ 5000 dont personne ne connaît le sort, volatilisés depuis des années, Dieu seul sait où. Incroyable, les gars. En tout cas, ça c'est l'estimation de Dominique de l'association Manu, qui aide les proches des disparus à faire des recherches et que vous venez d'entendre. Mais c'est difficile à vraiment quantifier. En fait, dans ce domaine, il est impossible d'avoir des données officielles. Il y a 0 chiffre. Quand on pose la question à l'OCRVP, ils ne veulent pas nous les donner. C'est un service du ministère de l'Intérieur, mais ils ne nous donnent aucun chiffre, aucun chiffre. L'OCRVP, pour Office Central pour la répression des violences aux personnes, s'occupe entre autres normalement des affaires en cours, des personnes dont le dossier n'est pas encore clos. Mais comme ils ne disent rien, ce 70 000, c'est un peu ce que les associations déduisent par elles-mêmes. Vraiment, comme elles le peuvent. Du coup, l'estimation varie un peu selon les sources, mais les ordres de grandeur restent souvent proches. Et puis là, on parle des personnes disparues, mais pas nécessairement recherchées. Ouais, parce qu'en fait, en France, l'enquête, la recherche n'est pas automatique. En fait, comme dans beaucoup de pays européens, il est légal ici, si vous êtes majeur, de disparaître volontairement sans avoir à justifier de quoi que ce soit. Par exemple, un des cas de disparition volontaire parmi les plus connus chez nous, c'est peut-être celui de Jacques Vergès. Est-ce que vous croyez qu'on peut reprocher à Barbie ce qu'il a fait en tant qu'officier de renseignement contre la résistance ? Il est notamment connu chez nous pour avoir été l'avocat du nazi Klaus Barbie et de Omar Haddad dans l'affaire Omar m'a tué. Jacques, lui, s'est fait la malle pendant 8 ans. De 1970 à 1978, sa femme divorcera même pendant cette période. Oh les gars, j'ai tarpé envie de pisser. J'arrive, 30 secondes. Celui qui se taille, c'est une balance. Celui qui se taille, il va se faire kidnapper. Je suis là. Il se réservera même bien jusqu'à sa mort en 2013 de ne donner aucun détail sur ces 8 années disparues dans la nature. La loi oblige même techniquement les forces de l'ordre à s'en tenir au silence si par hasard elle vous retrouve mais que vous désirez rester discret. C'est pour ça que pour Ralph, les recherches ont été stoppées dès l'instant où la police avait repéré son téléphone borné à l'étranger. La loi dit que les personnes majeures, elles ont, mais comme tout le monde d'ailleurs, que la liberté de circuler existe dans la Constitution. Donc de fait, elle s'applique aux personnes majeures. C'est seulement si votre disparition est jugée comme inquiétante que votre nom sera inscrit à ce qu'on appelle le FPR, le fichier des personnes recherchées. Ou alors que vous êtes mineur, là c'est automatique. Après, c'est un fichier très fourre-tout qui rassemble aussi bien des narcos en fuite que des évadés fiscaux ou le bon Xavier Dupont de Ligonnès. Et même là, si quelqu'un n'a pas de poursuite judiciaire, est majeur et in fine veut rester caché auprès du public, il a le droit, même si l'État lui met la main dessus. La seule limite à ça, c'est que s'ils sont sur le fichier des personnes recherchées et qu'à l'issue d'un contrôle, je vais dire de police ou n'importe quoi, normalement, il doit vous dire « Ah ben vous savez, votre famille ou machin vous recherche, est-ce que vous nous autorisez ?» Et donc là, il y a 2 options. Soit la personne dit non, je veux rien que vous leur disiez, soit vous pouvez leur dire que je suis en bonne santé, que tout va bien, mais que j'ai plus envie de les revoir. Voilà. Donc ça c'est légal. Ça c'est la loi. Après, comme je vous le disais pour le cas de Ralph, ces personnes qui disparaissent d'elles-mêmes sans ne jamais revenir et vivent dès lors une vie totalement différente ailleurs, sous les radars. Après moi, des gens qui ont vraiment disparu de leur plein gré pour vivre une autre vie, j'en ai vu un. C'est pas impossible, Ralph ou l'histoire de Jacques Vergès en sont de bonnes preuves, mais c'est statistiquement pas le plus fréquent. Encore une fois, avoir de vraies bonnes données, c'est chaud. Alors le mieux reste quand même toujours, dès lors que quelqu'un se volatilise, au cas où, de ne pas laisser le bénéfice du doute trop longtemps et d'essayer le plus rapidement possible d'obtenir la mobilisation d'une enquête. De toute façon, plus on est loin du fait générateur, plus c'est compliqué.
Il faudrait qu'il soit saisi, évidemment, le jour même, le lendemain et tout. Sauf que, comme ce sont des majeurs, les gens, ils pensent toujours qu'ils vont rentrer. Cet été, j'en ai eu une, elle est intervenue 40 ans après la disparition de sa fille, qui a disparu à 14 ans, dans l'île de Ré. 40 ans après, elle intervient. Bon. Comment ça, 40 ans après? Sa fille, elle est revenue 40 ans après ou sa mère, elle allait signaler la disparition 40 ans après? Dans les deux cas, c'est une dinguerie. Mais toutes les affaires sont différentes. Et parfois, malheureusement, même signaler le jour même ne suffit pas. Donc c'était le 31 mars 2004, c'était un mercredi. On venait de recevoir le bulletin trimestriel de Mathieu, qui était une catastrophe. Donc cela a mis un petit peu en colère mon épouse. Et à ce moment-là, donc, on a pris la réflexion de savoir ce qu'on allait faire de Mathieu, puisqu'il était déjà redoublant, donc il fallait quand même qu'il puisse un petit peu assumer ses responsabilités et s'orienter de manière sûre pour l'avenir, quoi. Donc de ce fait, mon épouse a souhaité l'appeler alors qu'il était à l'internat pour lui faire part justement de son mécontentement par rapport à ce bulletin scolaire et puis le mettre face à ses responsabilités. On se retrouve le 31 mars et il est quasiment midi 10 lorsque mon épouse arrive à l'avoir au téléphone. De là, donc, s'ensuit une discussion, bien entendu, un petit peu houleuse sur le départ, mais qui retombe assez rapidement au niveau de la pression. Et puis, donc, elle lui demande de savoir ce qu'il compte faire de son avenir, quoi. Son souhait, c'était de vouloir intégrer la gendarmerie. Donc, il demande à sa mère à ce que je puisse récupérer un dossier de candidature, mais n'ayant pas encore 18 ans, donc il fallait attendre un petit peu. Je crois que c'est 17 ans et 6 mois, les gars, pour s'engager. Ouais, je suis même pratiquement sûr. La discussion prend fin au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Ça a été quand même assez rapide. Où? Visiblement, rien ne semblait faire ressortir que Mathieu était déstabilisé par cette situation. Ils se sont même dit « je t'aime » au téléphone et il a dit à sa mère « viens me chercher à l'école, quoi. Je t'attends ». Ce jour-là, en plus, il était collé, il avait 2 heures de colle. Donc on lui a dit « avant de te déscolariser, assume quand même tes 2 heures de colle, que l'éducation nationale n'ait rien à te reprocher, quoi ». Et la discussion s'arrête là. 2-3 heures après, quand mon épouse arrive à Embrun, elle demande à voir Mathieu. Et c'est là qu'on s'aperçoit que Mathieu a disparu, sans que personne ne sache où il est. Et jusqu'à maintenant, ils l'ont pas retrouvé. Putain, l'adolescence, ça me fait peur, moi, avec mes enfants. Thierry, son beau-père étant lui-même dans la gendarmerie, fera le nécessaire avec sa compagne pour que la disparition de Mathieu soit de suite prise en charge. La suite de l'après-midi, mon épouse était sur place. C'était un jour pluvieux, avec un temps vraiment exécrable. Elle a demandé de l'aide auprès des pions, des surveillants de l'époque. On lui a vite dit, elle est partie, on va dire, comme une personne affolée qui cherche son enfant dans une ville qu'elle ne connaît pas, à faire du porte-à-porte, à faire les commerces, à courir un peu dans tous les sens. Concentré sur l'histoire de Nicolas, lui. Après plusieurs appels, je l'ai incité donc à aller voir mes collègues de la gendarmerie pour qu'ils mettent en œuvre, qu'ils ouvrent une enquête. Au départ, elle a été accueillie un petit peu dans le sens où ne vous inquiétez pas, madame, il doit être parti avec une copine, c'est une petite fugue, il reviendra demain. C'est moi qui ai un petit peu interféré en rappelant les collègues en disant non, s'il n'est pas là, c'est plus sérieux que ça, quoi. Thierry ne s'engagera cependant pas plus officiellement dans l'enquête pour ne pas interférer avec la procédure. Mais déjà, lui est formel dès le premier jour. C'est absolument pas le genre de son beau-fils de partir comme ça. Il y a un trou quasiment de 3 heures. Personne ne sait où est Mathieu, personne ne le voit. Il est parti, il a quitté son établissement sans rien prendre. Donc il y a son une sac gare à dos, à Embrun. en fait, c'est son sac qui contenait ses affaires scolaires, ont été retrouvés dans un couloir. Et à l'internat, tout était présent. Tous ses vêtements, il y avait sa carte bleue, il y avait son téléphone. Tout était là. Et alors que rien n'avance, que les gendarmes n'ont aucune piste, un élément viendra rebattre les cartes. Des éléments, on va dire à proprement parler, des enquêteurs, j'ai jamais trop eu de retour. J'ai apporté, on va dire, des éléments au fur et à mesure que j'ai pu rassembler des morceaux de puzzle, notamment quand on a été obligé de quitter un peu la région de l'Aragne à l'époque où on habitait pour se reconstruire ailleurs, pour revenir en Lorraine, où j'ai découvert 16 grammes de résine de cannabis à mon domicile, qui m'ont déjà un peu plus ouvert les yeux, on va dire, sur Mathieu. C'était pas un gamin qui fumait, c'était pas un gamin qui buvait, on le voyait encore moins dans le milieu de la drogue. Donc là, des gens tombent un peu des nues. Et par la suite, je fais des recoupements avec une autre affaire. Oui, il a dû aller jobber, je pense. Ça, c'était pas encore à la mode à cette époque. Que mon unité a traité peu de temps avant la disparition de Mathieu, qui pourrait me laisser dire que non seulement j'avais de la résine de cannabis chez moi, mais en petite quantité, mais peu de temps avant, c'était 1 kilo de shit qui avait été trouvé dans un fourré à proximité de...
Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Notre logement, je pense que la matière qui a été découverte dans cet endroit et la matière retrouvée à mon domicile étaient la même. Alors après, les portes sont ouvertes. Si c'est à lui, forcément, il faut bien le rembourser d'une manière comme d'une autre. Est-ce qu'il a fui de peur d'être retrouvé par ceux à qui il doit de l'argent, ou est-ce que ces gens-là l'ont retrouvé avant? Voilà, là ce sont des points d'interrogation et qui appellent des questions, toujours des questions, mais jamais de réponse. Si vous vous demandez pourquoi c'est Thierry, le beau-père de Mathieu qui témoigne aujourd'hui, c'est parce que malheureusement sa compagne, la mère de Mathieu, n'a pas longtemps supporté la situation et fut victime d'un accident de la route l'année suivante. Hospitalisée pendant 5 ans, elle finira par décéder à l'hôpital en 2010. Parce qu'évidemment, s'il est déjà très dur pour un beau-père de témoigner, pour une mère, cette situation est d'autant plus difficile. Incroyable. S'exprimer encore plus courageux. Wow, le changement d'ambiance quand même. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu connais ce délire là, Embrun? Moi je me suis fait un film dans ma tête. Hein. Peut-être qu'ils lui ont donné rendez-vous quelque part pour lui faire peur. Et en lui faisant peur, ça dégénère. Et un coup de pelle qui passe mal ou une balle qui est partie, ça récupère le corps et ça le fait disparaître. Hein. Putain, quelle histoire! Alors, je me rappelle très 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 bien, je me rappelle même à l'heure qu'il est parti. J'étais assistante maternelle et je revenais de l'école, c'était un jeudi. Il est rentré à 14h30, il était content de rentrer, il s'est changé, tout, il a été dans sa chambre. Et comme je suis rentrée un peu avant 17h, il était dans l'entrée et Quel âge? il est parti. Il est parti sans rien, il est parti les mains dans les poches, sans vêtements, sans clés, sans argent. Et je ne sais pas pourquoi j'ai regardé l'heure, donc il était 17h07. Bon, je me suis dit, il est parti faire un tour. Il a été 2 semaines hospitalisé en psychiatrie. Il avait l'habitude de partir le soir, il allait à Paris et revenait le lendemain matin, donc je ne me suis pas trop inquiétée. Et le lendemain matin, par contre, comme j'ai vu sa chambre vide à 8h, 9h, j'ai dit là, il se passe quelque chose. Cédric, lui, s'est volatilisé il y a 27 ans. Jeune, il est un enfant turbulent qui cause beaucoup de problèmes à ses parents. Les humeurs de Cédric deviennent même de plus en plus difficiles à contrôler à partir de ses 18 ans. Il vit la nuit, n'a aucun lien social, les études sont au point mort, et c'est lors d'une scène de paranoïa dans un supermarché que sa grande sœur décèle qu'il doit y avoir quelque chose d'autre. Il voit alors un médecin qui confirme qu'il serait bien qu'il passe des examens. Et courant de l'été 1997... Et le 24 août, il m'a fait tomber son armoire. Mon fils, il fait ça, je le tase. Cache. Non, mais tu comprends pas. Pouf. Bzzz. Allez, dors. Vas-y, tu vas te réveiller dans 15 minutes. Et rechante encore, il y a un deuxième chargeur. Dans sa chambre, il m'a fait une crise, donc j'ai fait venir je le tasse comme ça, là, sur la crise. L'emmener en psychiatrie. Il y a quelque chose, il faut l'emmener en psychiatrie. Mais il ne voulait pas. Il avait 21 ans, donc je ne pouvais pas l'emmener. Et le 28 août, le jour que je l'ai hospitalisé, là, il m'a fait vraiment une crise. Il m'a lancé un verre dans les jambes. J'avais les enfants avec moi que je gardais. Là, j'ai eu très peur parce que... Il a téléphoné à sa sœur, il dit j'ai envie de tuer ma mère et de me suicider après. Ouais, elle a dû faire ça, je pense. Je laisse pas mon fils se suicider. Hein. Alors là, j'ai appelé mon docteur, le maire, et je l'ai fait hospitaliser en psychiatrie. Quand même, frérot, je le répéterai jamais assez, mais les mamans, elles sont vaillantes. Hein. Les mamans, elles sont vaillantes. Demain, tu prends 20 ans de prison, il n'y a plus personne. Mais ta mère, elle va faire tous les parloirs. Hein. Chaque parloir. Les mamans, ils ont une relation différente avec leur enfant. Elles les ont portés. Imagine à son fils, carnage. Elle appelle le maire, elle appelle les docteurs. Elle essaye de trouver une solution. Et j'ai au psychiatre, mais qu'est-ce qu'il a? Est-ce que ça se guérit? Non, madame, c'est à vie. Il est schizophrène et c'est à vie, ça ne se guérit pas. Cédric passera 2 semaines interné et suivi. Et c'est le jour de son retour, tout début septembre, alors qu'il semblait content de rentrer chez lui, qu'à 17h, alors qu'il n'avait passé que quelques heures à son domicile, il claque la porte. Ça y est. Et il ne reviendra jamais. Elle s'est suicidée, je crois. Lydie Valois va alors chercher auprès d'autres patients sortis de l'hôpital et dont Cédric était proche, notamment une jeune fille, si celui-ci serait peut-être chez eux. Rien. Elle va coller des affiches en Ile-de-France, en vain, et finira par le déclarer disparu 2 mois plus tard. Ça fait 27 ans. Et contrairement à l'histoire du shit pour Mathieu, là, pour Cédric, il n'y a littéralement rien. Madame Valois, elle pense que les forces de l'ordre ont très rapidement laissé tomber. Je n'ai aucun droit, il est majeur. Malgré que c'est une disparition à caractère inquiétant. Comme il sortait de psychiatrie et qu'il est schizophrène, non. Ils n'ont jamais fait aucune enquête, aucune recherche. Ah si, le jour qu'on disparaîtra avec mon mari, comme la maison est à nous,
Donc il y aura l'héritage. Alors là, ils rechercheront. Ils vont rien comprendre, nos enfants. Dans les habits, dans des pendentifs, on va glisser que des AirTags. Dans la chaussure, en dessous la semelle, dans le short, là, sur le teco, sous la peau. Papa, je comprends pas, j'ai un rond, là. Non, c'est vrai, ça, c'est un kyste. Du côté des victimes, oui, on a toujours l'impression que ça va pas assez vite et que les moyens ne sont pas assez importants. Alors, si en vrai il y a bien eu quelque chose, une petite piste. Madame Valois a fait ce que beaucoup de proches de disparus sans réponse font, témoigner devant les caméras pour essayer d'atteindre quelqu'un qui saurait quelque chose. Et dans son cas, c'est peu après une émission avec Faustine Bollaert qu'elle a eu une lueur d'espoir. J'ai reçu une lettre, on était passé le vendredi après-midi et le mardi au courrier, j'ai reçu une lettre assez épaisse. Sur le coup, j'ai cru que c'était une invitation à un mariage. Et après, tout de suite, je dis, je connais cette écriture. Oh. Cette écriture m'est familière. Et donc, je suis à la gendarmerie. J'ai tout rangé sa chambre. Il avait fait des petites fiches avec des lettres. Et j'ai amené ça à la gendarmerie. Ils m'ont dit, oui, en effet, il y a de la ressemblance. Le major a pris ça très au sérieux. Il m'a dit, écoutez, on va l'envoyer au procureur de la République. Faire les tests, je sais plus comment ça s'appelle, épistolaire, ou je sais plus comment on dit. La graphologie. Et là, il y a pas longtemps, j'ai reçu... non, c'était pas lui. Cette lettre m'a... Oh là là. Le fils de pute qui a envoyé ça. Imagine 27 ans après, la lueur d'espoir. Elle ne devait pas dormir de la nuit, elle devait être contente, heureuse. Au niveau de la sensation, c'est plus qu'avoir gagné 1 euro million, là. Parce que là, on parle de choses qui ne s'achètent pas. Le mec, il est parti jouer avec ses émotions. Il faut dire que ça était immonde, elle était très morbide, ça venait d'une secte. Alors je ne sais pas qui me l'a envoyé, je ne sais pas du tout d'où elle venait, je fais des recherches. C'était très morbide, ça parlait du temple solaire, de suicide. Il me disait qu'il comprenait Cédric, qu'il était un peu comme lui, que c'était très bizarre cette lettre. Très très bizarre. Mon cœur de maman me dit qu'il est vivant, mais ça c'est mon cœur de maman. Mais je suis bien obligée de voir la réalité en face. Tout me passe dans la tête. C'est sûr qu'il peut être enterré sous X. Ça, il peut être décédé, il peut avoir été tué. Mais mon cœur de maman, il refuse. Je me battrai jusqu'au bout. J'ai fait la promesse d'ailleurs de me battre. Jusqu'au bout. Jusqu'à maintenant, jusqu'au bout. Tant que je pourrai, je me battrai pour lui. Le truc avec les cas comme celui de Mathieu ou de Cédric, c'est qu'ils ont eu lieu à des époques où rien dans la loi ne facilitait les recherches. Par exemple, avant 2014, l'ADN n'était même pas prélevé sur les corps des enterrés sous X, ceux qu'on enterre sans connaître leur identité. Et même encore aujourd'hui, il n'existe pas de fichier recensant ces gens. Et c'est d'autant d'inconnus éparpillés partout en France qui pourraient être parmi nos 5000 disparus. Et d'ailleurs, faire bouger la loi, c'est aussi un des travaux joués par les associations. La dernière grosse avancée... Et en plus, après, je sais pas si la loi l'a changé, mais pour que la justice ait ton ADN, il faut que tu ailles en garde à vue. Ou maintenant, c'est obligatoire de donner son ADN. Je sais pas. Moi, ils ont tout, de toute façon. Mais est-ce que, par exemple, là, tout le monde est fiché? Je parle pas des empreintes, moi. Je parle de l'ADN. Avec le coton-tige. Eux, en fait, ils réouvrent les dossiers pour tenter de les mener à terme. Mais pour qu'ils étudient votre cas, faut au moins un point de départ, quoi. Au niveau de la justice, c'est au point mort complet. Le dossier est clos depuis le mois de juin de l'année dernière. Donc ça veut dire que pour l'instant, sauf nouvelle piste, il n'y aura pas de réouverture de dossier et c'est un petit peu ennuyeux. Il y aurait éventuellement le fameux groupe des Colcaise, mais c'est pareil, c'est pas facile à les saisir. Et visiblement, le Colcaise a déjà été contacté par rapport à cette affaire et je pense qu'il n'y a plus rien à gratter sur le dossier, quoi. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que s'il retrouve Cédric, bien sûr, on n'aurait pas, s'il veut pas, on n'a pas le droit de le savoir, mais on devrait se rencontrer en milieu neutre et qu'il nous explique pourquoi il est parti, pourquoi il ne veut plus nous revoir, et peut-être qu'il voudrait peut-être nous revoir. Je ne suis pas du tout d'accord avec la loi. Alors on en est là. Des milliers de personnes volatilisées, parfois volontairement, souvent non, qui laissent toujours des proches derrière dans l'inconnu. Ce que j'ai beaucoup entendu et lu en bossant cette vidéo, c'est que ce qui fait mal, c'est pas tant l'absence. Le deuil, tout le monde peut le traverser. Non, c'est le silence. La police manque de moyens et parfois aussi de motivation pour traiter ses affaires et beaucoup doivent se contenter d'espérer. J'ai malheureusement perdu mon épouse, donc la mère de Mathieu. Et sur son lit de mort, je lui ai fait la promesse d'essayer de tout faire pour retrouver son fils.
Il y a forcément quelqu'un qui sait quelque chose. Mais si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est quelque chose, le moindre petit détail, c'est de le dire. Ça fait 20 ans. 1997, s'il s'agit une d'un autre meurtre, époque. il y a des prescriptions. Donc maintenant, je pense que les gens peuvent parler ouvertement. Mais l'essentiel pour nous, ça serait quand même de pouvoir au moins savoir ce qu'est devenu Mathieu. Bien entendu, cela vaut aussi pour Cédric. Et puis, bah voilà, ouais, c'est tout ce qu'il y a à dire. Et je vais être honnête, hein, même moi, en écrivant cette vidéo, j'étais super frustré de pas pouvoir donner une fin qui conclut bien cette vidéo. J'aurais voulu faire un sujet plus fourni que ça encore, mais en fait, les disparus, ce sont un peu les laissés pour compte, et bah y a pas grand chose de plus quoi. Et en fait, plus j'y pense, plus c'est aussi quelque part bien d'achever ça de cette façon. Parce que cette frustration que vous Regardez la ressentirez chaîne, comme moi, y a quoi ce dans sa sentiment chaîne, d'inachevé Roger vous fera peut-être toucher du bout des doigts ce que des milliers de personnes comme Thierry ou Lydie sont forcées de vivre au quotidien. Une incompréhension, un silence toujours plus assourdissant qui semble ne jamais trouver de fin.